Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast du journal du golf sur l'équipe.fr. Au programme cette semaine, nous reviendrons sur l'US Open et la victoire de Gary Woodland. On se posera la question de savoir si c'est un beau vainqueur ou non. Mais tout de suite, nous allons avoir au téléphone Robin Roussel, vainqueur la semaine dernière sur le Challenge Tour. Et avec moi pour animer cette émission, Arnaud Tillous et Grégoire Chubb du journal du golf. Bonjour messieurs. Salut JP. Salut JP. Et il revient des États-Unis, de Pebble Beach. Guillaume Dufy est avec nous, journaliste sur l'équipe, pour l'équipe. Bonjour. Comment ça va Guillaume ? Très très bien. Je me remets. Pas trop décalé ? Non, je le remets tout doucement, mais sûrement du décalage horaire. Allez, tout de suite, je vous propose, je vous l'avais dit, de joindre Robin Roussel qui avait gagné la semaine dernière le Hauts-de-France Open. Messieurs, c'était une belle victoire d'un Français sur le Challenge Tour, la troisième de l'année, après les deux victoires d'Antoine Rosner. On va laisser Grégoire qui connaît très bien d'ailleurs Robin Roussel. Ouais, je le connais bien. Je le connais depuis des années. Je l'ai cadé un peu l'année dernière. Il a fait d'énormes progrès depuis l'année dernière justement. Il me disait qu'il avait travaillé énormément en fait cet hiver et que son jeu a bien évolué. C'est surtout le Français qu'on n'attendait pas trop cette année sur le Challenge Tour. Mais oui et non, c'est-à-dire que c'est quand même, peut-être que les gens le connaissent un peu moins, mais moi qui le connais bien par exemple, je sais que c'est quelqu'un qui a pas mal confiance en lui, qui est régulier, qui a un très bon petit jeu, très bon putting. Il est assez complet et personnellement, je suis pas étonné de voir qu'il réussit bien. Après, de le voir faire quand même 3 top 10 d'affilée en début de saison, il fait 12e, il frôle le top 10 et puis là il gagne. Elle sort pas de nulle part cette victoire. Elle sort pas de nulle part du tout. Ouais. Pour moi, c'est on va voir logique. avec lui. Ouais, on va voir avec lui, mais l'année dernière, il avait quand même pas très bien joué. Il n'avait pas de catégorie pleine avant le début de la saison, donc c'était quand même, en tout cas, c'était la surprise de ce début de saison. Allez, je vous propose justement que Robin Roussel se joigne à nous. On l'appelle Robin. Bonjour Robin. Bonjour. Alors Robin, déjà félicitations pour cette première victoire sur le Challenge Tour la semaine dernière au Hauts-de-France Open. Est-ce que vous l'avez digéré cette victoire ? Ça y est, vous redescendez un peu de votre nuage ? Ouais, tout à fait. En fait, pour être hyper honnête, je suis pas vraiment monté très très haut, dans le sens où ça s'est passé super vite. J'ai gagné dimanche soir et je suis reparti lundi dans la journée. Donc voilà, j'ai réattaqué mardi l'entraînement, hier mercredi le programme et aujourd'hui le premier tour déjà du tournoi d'après. Donc vous l'avez fêté un peu quand même cette victoire ou pas du tout ? Je l'ai plus ou moins fêté. J'ai bu peut-être un verre de vin avec mes parents le dimanche soir et je me suis vite allé me coucher. J'étais crevé. Donc non, je peux pas dire que je l'ai fêté. On a dîné au restaurant avec les potes français du Challenge Tour mardi soir. Et voilà, c'est tout ce que j'ai fêté. Ouais. Vous avez payé la note d'ailleurs ? Évidemment, j'ai payé la note. Ouais. Alors, on le rappelle, depuis le début de la saison, vous avez enchaîné les top 10, 3 top 10. Vous n'aviez pas de catégorie pleine au début d'année. C'est quoi votre secret, justement, pour avoir monté les échelons comme ça aussi rapidement cette année ? Franchement, je sais pas trop. Je pense pas avoir de secret. J'ai très bien joué tout de suite. Après, j'ai eu un petit peu de chance en Turquie. Je finis 10e ex aequo. Je rentre au 18, le putt de 5 mètres qui me permet d'aller me qualifier au tournoi d'après. Donc voilà, ça se joue. On sait que ça se joue à pas grand chose. Là, ça a tourné. Ça a tourné un peu en ma faveur en Turquie. Ça m'a permis de jouer en Espagne. J'ai très bien joué en Espagne. J'ai pu jouer à Prague, ainsi de suite. Et voilà, j'ai réussi à surfer sur la bonne dynamique que j'avais du début de saison. Et vous vous êtes surpris ou pas ? Bon, Est-ce que vous êtes dit putain là, je suis en train de faire une belle saison. Vous êtes surpris ? Non, je me suis pas surpris. Je me suis plus surpris, par exemple pour le week-end à Saint-Omer. Là, je me suis surpris quand je voyais les autres rater des shots, faire des bogeys et que moi finalement, j'avais pas l'impression de surjouer. Et en fait, je ratais pas de coups, quoi. Et avec du recul, là, je me suis surpris. Mais sinon, pour le début de saison, non, pas vraiment. Je savais que je jouais très très bien parce que j'avais déjà commencé ma saison. J'avais déjà commencé à faire quelques tournois en hiver dans le Middle East et je savais que je jouais déjà très très bien. Donc
Donc non, franchement, je me suis pas surpris à faire quelques top 10 pour commencer. Alors Arnaud Thius a une question pour vous. Oui, Robin, l'année dernière, vous avez fait 75e du Challenge Tour. Là, vous démarrez la saison en trombe. Vous avez quand même progressé pendant l'intersaison. Qu'est-ce que vous avez fait pendant cette intersaison pour être un joueur quand même bien meilleur que l'année dernière? Alors ça va faire 3 ans maintenant que je travaille avec Benoît du Colombier. Et je me rappelle le premier hiver où on a bossé ensemble, on a changé quasiment tout en fait. Et du coup, j'avais eu pas mal de mal j'avais eu du mal à digérer tout ce qu'on avait changé la première saison sur Challenge Tour. Du coup, j'avais pas très bien joué. 75e, c'était plus ou moins honorable. Et du coup, je pense que le fait d'avoir eu un second hiver, mine de rien, sur Challenge Tour, l'hiver, il dure longtemps. On a quand même 3-4 mois pour bosser, donc ça fait quand même pas mal de sessions d'entraînement. Et du coup, je pense que le fait d'avoir eu encore une fois 3-4 mois pour rebosser tous les jours, techniquement, ça m'a pas mal aidé. Et à côté de ça, c'était aussi le deuxième hiver où où j'ai bossé énormément physiquement. Donc voilà, je pense que quand on met un petit peu tout ça ensemble, ça fait que j'ai bien progressé cet hiver. Guillaume ? Ouais, bonjour, Guillaume Dufy de l'équipe. Robin, moi j'ai suivi votre succès, j'étais à Pebble Beach. Ce qui m'a surtout impressionné en regardant le leaderboard, c'est que vous avez tenu psychologiquement et nerveusement, parce que vous êtes en dernière partie contre un vieil anglais 46 ans, ouais. rompu au Tour européen, et vous Qu'il adore en plus. et vous craquez pas, quoi. Et très franchement, c'est ça qui m'a le plus impressionné. Alors, est-ce que mentalement aussi vous avez une approche différente, vous travaillez avec quelqu'un Bon, déjà, merci, c'est gentil. Non, c'est rare que je sois gentil, donc profitez. Bon, d'autant plus merci alors. Mais non, je travaille avec personne. Enfin, je travaille plus ou moins avec Benoît, qui me fait aussi toute la partie mentale à son insu, je pense. Qui est un peu psychologue aussi, Benoît du Colombier. Le druide. Exactement. Mais non, je travaille pas mentalement avec quelqu'un en particulier. Mais le truc, c'est toujours pareil. En tout cas, je trouve que le mental, c'est là où on a besoin quand les coups ils sortent pas comme on veut et quand la partie se passe pas vraiment comme on l'avait espéré. Mais le truc, c'est que honnêtement, moi, en tout cas à Saint-Omer, j'ai tellement bien joué que, pour moi, ça n'a pas été hyper difficile de faire des birdies et de pas faire de bogey en fait. Je trouve que là où c'est le plus dur et où on a plus besoin du mental, c'est quand les coups sortent pas comme on veut, et voilà, là quand faut quand même faire un score avec le jeu qui est pas vraiment là on a besoin du mental. Mais franchement, j'ai pas eu le sentiment d'avoir besoin d'être un monstre nerveusement pour avoir besoin de m'en sortir. J'ai tellement bien joué que j'ai pas eu besoin de. Vous étiez dans la zone, même quoi. Pas pensé en fait. Ouais, exactement. Arnaud Thius a une question ici. Ouais, on a eu la chance d'avoir le dernier trou en direct. On vous a pris sur le fairway du 18 et votre partenaire Richard Bland a planté le mât, ou quasiment, il a mis à 3 mètres. Vous n'aviez qu'un point d'avance. Là, comment vous l'avez vécu ce coup de Bland, et comment parce que vous avez fait encore mieux derrière. Comment racontez-nous ces il a mis la 5 pression, minutes qui ont tout changé, en tout cas à ce tournoi-là. Ouais, c'est clair. Je vous avoue que j'espérais qu'une chose, c'était soit qu'il rate le green, soit qu'il se mette à 15 mètres pour que j'ai mon deuxième coup tranquille du 18. Mais ouais, je vois que déjà il y avait un coup de fer 7, donc franchement je m'attendais pas à ce qu'il la mette si proche avec le vent. Et donc je me rappelle, je dis à mon cadet, normalement ça devrait le faire, on va juste pousser la balle sur le green et faire 2 putts, et puis ça suffira. Et là je vois qu'il la met à 3 mètres. Je regarde mon catch, j'étais un peu j'étais pas dégoûté parce que il restait quand même un shot à tirer, mais voilà, j'étais là, putain, il va m'embêter jusqu'au bout. Et au final, j'ai eu de la chance encore une fois parce que j'étais un peu dans le rough. Et du coup, je savais que il y aurait pas de backspin sur mon coup de sandwich, parce que avec l'adrénaline, j'avais mis un drive monstrueux. Il me restait que 115 mètres au drapeau. Du coup, j'ai choisi le club avec lequel j'étais sûr que je dépasserais pas le drapeau, en fait. Donc à 115 mètres, j'ai déroué un 56. Et encore une fois, j'ai un petit peu de réussite parce que
Normalement, mon 56, quand je le tape à fond, il me fait 93-94 mètres. Et voilà, là, j'étais incapable de dire au mètre près combien ce coup allait faire, et il a fait 20 mètres de plus au final. C'est d'autant plus beau de l'avoir gagné comme ça que s'il avait fait bogey, hein, remarque. Oui, c'est sûr, mais quand on est, franchement, quand on est sur le fairway du 18 avec un seul coup d'avance, à gagner avec un par, un birdie ou un bogey, j'en avais pas grand chose à faire. Mais oui, maintenant que je sais comment ça s'est passé, je suis d'autant plus content d'avoir fini comme ça. Et justement, vous aviez la pression, vous avez senti cette pression après avoir vu le shot de Richard Bland? Ouais, et après la grosse pression, je l'ai commencé à ressentir au 17, juste après son bogey en fait, quand je me suis dit bon bah là. Normalement, 2 trous à jouer, c'est des trous en plus qui sont pas faciles, avec des positions de drapeau très difficiles, le 17 avec 18. Et c'est quoi la grosse pression? Donc, C'est on a les jambes qui tremblent, c'est comment on le ressent? Moi, je l'ai ressenti plutôt sur les bras en fait. Plutôt sur les bras, j'avais les mains qui tremblaient un peu, les bras qui tremblaient un peu. Je l'ai ressenti comme ça en tout cas, et ouais, après son bogey du 16, je savais que c'était à moi, que c'était dans mes mains, que si jamais moi je faisais pas d'erreur, je devrais aller au bout, et je suis super content parce que encore une fois, j'ai pas fait d'erreur. Je mets un putt de 1m80, 1m90 au 17. C'est le premier moment où j'ai vraiment ressenti le truc, quoi. Avec le vent, la pente, les mains qui tremblaient, le putt d'1m90, le putt d'1m80, il paraît faire 4 mètres, quoi. C'est des moments qu'on recherche quand même quand on est golfeur professionnel. Ces moments-là, même si sur le moment ça ne devrait pas être simple à gérer, mais c'est des moments qu'on recherche. Ouais, c'est sûr, c'est des moments qu'on recherche, c'est des moments qu'on retrouve. Après, c'est une échec différente, mais par exemple, au début de la saison, le putt pour rentrer dans le top 10 et pour se qualifier au tournoi d'après, c'est quasiment la même pression. Après, c'est juste l'échelle qui est différente, là. Ou comme un putt d'1m50 pour faire un cut, quand on commence la carrière sur le circuit, on se dit que c'est hyper important et que c'est énorme ce qu'on est en train de faire, mais finalement, pas tant que ça. Et du coup, mine de rien, je pense que le fait d'avoir déjà été dans des positions de pression un peu similaires, je pense que ça m'a aidé, et je suis super content d'avoir tenu parce que je vais pouvoir m'en servir. Je vais pouvoir, quand ça va m'arriver à nouveau, je pourrais me dire ce moment-là, je l'ai déjà vécu, et j'ai déjà réussi à surpasser le truc, quoi. Donc je suis super content que c'est tourné dans ce sens-là. Alors justement, la suite, vous la voyez comment? Ça va se passer comment cette saison? Là, vous êtes en Espagne pour disputer ce tournoi en match-play. C'est la suite de la saison, comment elle va se dérouler? Je sais pas trop encore. Moi, je vais essayer de Parce tout que cette jouer, victoire change tout au final. Elle change tout. Elle change un peu de trucs dans le sens où j'ai plus besoin de. Enfin, j'ai plus besoin. Tant que j'aurais pas atteint alors je sais pas trop à combien la saison elle va la carte sur le tour va se jouer, mais je pense que ce sera entre 70 et 80 000. Donc tant que j'aurai pas 80 000, il y aura rien de fait. Donc pour l'instant, elle me donne un peu d'air, mais en soi, elle change pas vraiment grand chose. Donc je vais essayer de tout jouer cette année, jouer tous les tournois parce que j'ai envie de jouer. Et puis parce que cette année, il y a aussi moins de tournois, donc il y a plus de semaines de break imposés. Donc je vais profiter de ces breaks-là pour jouer un maximum, je pense. Grégoire? Ouais, Rob, moi, il y a un truc que tu m'as dit qui m'avait marqué, c'est quand tu me disais je suis super content de la victoire, mais t'étais pas dans l'euphorie parce que tu m'as dit oui, c'est bien, mais si je monte pas à la fin de l'année, ça aura servi à rien. Et moi, je voulais savoir qu'est-ce qui te faisait penser comme ça? Est-ce que t'en as parlé à Benoît ou c'est juste ton ressenti, ou c'est naturel de penser comme ça? J'en ai pas encore parlé à Benoît. C'est mon ressenti. Enfin, je pense que ce sera le ressenti de chacun. Alors, je suis hyper content de gagner, mais tu demandes à n'importe qui, je pense, tu demandes à n'importe qui ce qu'il préfère entre pas avoir de victoire et monter sur le tour, ou avoir 1 ou 2 victoires et rater la carte. Je pense que n'importe qui signe pour avoir la carte sans gagner, et franchement, c'est mon cas. Dans tous les cas, ce sera une saison plus ou moins réussie parce que j'ai gagné, parce que j'ai plutôt bien joué, mais si je monte pas à la fin de l'année, la victoire,
Oui, c'est en plus, c'est étonnant parce que mais ça s'est déjà vu. On se souvient d'Adrien Salier qui avait gagné en Espagne, je ne sais plus quelle année, qui finalement n'était pas monté. Joël Stalter, pareil, qui avait gagné en Belgique, qui lui était monté, mais vraiment à l'arrache. À la 16e place parce que Romain était amateur. Parce que Romain Langasque était amateur. Donc ça montre aussi que le Challenge Tour est vraiment un circuit compliqué où finalement il faut performer. Il y a les gros tournois sont finalement à la fin. C'est étonnant parce Robin m'a dit ça en fait en rentrant dans la voiture chez lui, en rentrant chez lui 1 heure après la victoire. Il a même pas eu le temps il s'est même pas dit tiens je vais quand même décompresser, je suis content de gagner, etc. Il m'a dit directement ça et ça m'a un peu étonné. Arnaud ? Ouais, une dernière question, Robin. On a vu votre vaincu, Richard Bland, vous rendre un bel hommage sur Twitter. C'est quand même assez rare qu'un vaincu, surtout sur un dernier trou, c'est beau. J'ai trouvé ça très très beau. C'est quasiment le plus bel hommage qu'on puisse avoir une fois qu'on a gagné. Vous êtes tellement romantique, Arnaud. Non, mais c'est vrai. Non, mais le sport, c'est quand même de la lutte. Et après, il faut savoir une fois que c'est fini, quoi. J'étais surpris aussi, surtout qu'il a pas une réputation, mais il a une réputation un peu particulière sur le tour. C'est-à-dire, c'est pas très apprécié. C'est-à-dire la réputation particulière. Je dirais que c'est pas son bro, quoi. Au-delà de pas être mon bro, comme tu dis, mais il a pas la réputation d'être le joueur le plus chaleureux pendant la partie. Il est un peu rude, quoi. Et il est un peu britannique, j'allais dire. Mais j'avais déjà joué avec lui à Prague et c'est vrai que je m'étais rendu. On jouait en avant-dernière partie, je crois, à Prague et c'est vrai que il avait été froid, quoi. La partie, je m'étais dit il est hyper froid. C'est pas quelqu'un avec qui j'irais passer des vacances, quoi, ça c'est sûr. Mais et là, au contraire, il a été franchement, il a été hyper fair play et il m'a pas aidé à gagner le tournoi presque, mais à chaque fois que je faisais un bon coup, à chaque fois que je faisais un chip putt important, il me tapait dans le dos, il me faisait un clin d'œil, il me disait bravo, bien joué, bon save et tout. Et je sentais que c'était vachement sain comme rivalité le dernier tour et voilà, et je lui ai dit à la fin de la partie. Et en fait, je lui ai envoyé un message le lendemain matin, je crois, sur Twitter pour lui remercier parce que vraiment j'avais passé un super moment et une super partie et que c'était notamment, grâce à lui parce que on s'était bien tiré la bourre et que ma victoire en était d'autant plus belle du coup. Et je pensais pas du tout, mais effectivement, il a fait un screenshot de mon message et il a publié sur son Twitter en disant que c'était un message sympa et je m'y attendais pas du tout. Ça marche. Merci beaucoup, Robin. Et encore bravo pour votre victoire. Rassurez-nous, vous serez là au Vaudreuil pour. Je serai là au Vaudreuil, ouais. Je serai là aux 4 tournois en France, évidemment. Ça marche. Merci beaucoup et bonne partie. Et à bientôt. Et bonne partie. Juste après. Merci parce que vous jouez cet après-midi. Merci d'être venu. Ouais, exactement. Merci beaucoup. Bonne journée. Allez, vous êtes toujours à l'écoute de Swing, le podcast du journal du golf sur l'équipe.fr. Et on va parler de l'US Open avec Sans transition. Sans transition, exactement. Avec vous, Guillaume Dufy. Vous avez eu la chance d'assister à la victoire de Gary Woodland sur ce fabuleux tracé de Pebble Beach. Vous êtes redescendu sur terre, vous aussi Non, j'ai un peu de mal parce que c'est quand même une expérience exceptionnelle, unique, magique à vivre, suivre un majeur. C'était le deuxième que j'avais la chance de après le British, c'est ça pour l'équipe, le British qui était à Birkdale, au nord de Liverpool. Là, on m'avait tellement parlé de ce parcours, j'avais vu de telles belles images que en arrivant, vous en prenez plein les yeux, déjà esthétiquement, et puis ensuite, j'ai trouvé que le tournoi était remarquable avec un final assez haletant et un vainqueur inconnu du grand public français, mais assez cool avec une belle histoire et de belles choses à raconter. Voilà, justement, c'est un peu la question qu'on se pose, c'est est-ce que Gary Woodland est finalement un beau vainqueur Arnaud, on sait que pour vous, tous les vainqueurs sont des beaux vainqueurs. Ah oui, un vainqueur de majeur. Non, mais il y a toujours une histoire humaine derrière, quoi. Et celle de Woodland est particulièrement, est assez belle avec l'histoire de la fillette handicapée, les problèmes personnels qu'il a eu. Et puis,
encore une fois, un peu à l'image de ce que je viens de dire entre Richard Bland et Robin Roussel, il y a eu plein de félicitations d'autres joueurs sur Twitter, et c'est toujours pareil, quand vos pairs vous félicitent et vous dites que c'est une belle victoire, voilà, c'est important, donc pour moi c'est un beau vainqueur. Guillaume ? Moi je pense aussi que c'est un type qui est plutôt bien apprécié sur le circuit, c'est une image qu'on voit régulièrement, mais à la sortie du 18, Koepka était là. Alors évidemment, il venait de signer sa carte. Il n'était pas non plus à 10 bornes. Il y avait Justin Thomas, il y avait Matt Kuchar, il y avait pas mal de joueurs américains. Ils avaient l'air tous vraiment sincèrement heureux pour ce même des Européens aussi pour ce joueur. Justin Rose, ils sont plutôt proches, ils se connaissent depuis une dizaine d'années, quand Woodland était amateur et ils jouaient sur le même parcours. Rose est venu, on discutait, on sympathisait. On sent que ce type est vraiment apprécié des autres joueurs, et puis c'est un putain de joueur de golf aussi, quoi. Moi, je l'ai mérité. Hein. Moi, je l'ai découvert. Comment il a tenu, parce qu'il a quand même résisté le dernier jour à l'assaut impressionnant de Koepka, qui est quand même un sportif de très haut niveau. Il parle peu, mais quand il parle, la veille, il avait dit exactement ce qu'il allait faire. Je vais attaquer dès le début, sans être trop agressif, mais je vais essayer de mettre la pression sur Koepka et Rose. Il a parfaitement réussi 4 birdies sur les 5 premiers trous. Je me suis dit, il va faire une carte de moins 12, moins 13. Bon, après, la difficulté du parcours l'a rattrapé, et puis il a finalement pas si bien joué que ça. Mais Woodland, c'est Arnaud qui me disait ça hier, c'est un type qui avait déjà eu l'occasion de gagner plus de tournois qu'il n'a gagné. 7 fois en tête, et à chaque fois, 54 trous. Il s'était liquéfié. Et là, il a résisté, et il a quand même super bien résisté. Il a bien joué, et puis même quand il a pas bien joué, c'est Robin qui disait ça tout à l'heure, c'est lorsqu'on égare des coups qu'il faut être solide et good miss mentalement, puis les accepter. Donc là, il a égaré un ou deux drives, et puis il y a ce fameux par 3, le 17, que vous connaissez bien, Jean-Philippe, parce que vous l'avez joué 2 fois. Une paire de fois, c'est ça? T'as fait combien? Je crois que j'ai pris cher. Faut dire qu'à l'époque, il était quasi débutant. Ouais, et le drapeau était à l'extrême gauche, et son coup de fer est arrivé à l'extrême droite sur le green, à 30-35 mètres, et il a choisi un 64 degrés pour jouer ce coup et pas un putter. Franchement, de plus, il a vu ce qui se passait sur le green du 18, il y avait Koepka, il a vu qu'il était pas loin du green en deux. Il a qu'un coup, deux coups d'avance. Deux coups d'avance, mais bon, il peut faire bogey, il peut faire bogey, et Koepka birdie, sur un par 5 peut faire birdie. Non, j'ai trouvé qu'il était vraiment très très costaud, et puis voilà, plutôt sympathique, agréable à écouter. Vous avez eu l'émotion en tout cas. Bah ouais, j'ai trouvé ça plutôt classe. Alors moi, comme tous les journalistes, j'avais préparé mes papiers plutôt sur Koepka, l'histoire, Anderson, le prénom Willy. Qui pouvait gagner son troisième. Oui, donc voilà, c'était il y a un siècle, plus d'un siècle même. Il y aurait eu des choses à raconter sur Koepka s'il avait gagné, mais là Woodland, c'est magnifique, histoire personnelle un peu compliquée. Il aurait rêvé d'être joueur de basket. Il a compris à un moment que la marche serait très haute. Comme il jouait au golf et au baseball, il s'est retourné vers le golf. Et puis bon, il a mis du temps, hein. Ça fait 12 ans qu'il est pro. Il a 35 ans. Après, je sais pas si les gens sont restés jusqu'à 4h du matin pour voir Gary Woodland gagner l'US Open. Ouais, mais il y avait Koepka quand même. Est-ce que les gens sont restés pour Koepka? Pas beaucoup plus. Enfin, c'était dur 4h du matin là. Alors, ok, Gary Woodland, un beau vainqueur, mais dans ce cas-là, est-ce que Patrick Reed, vainqueur du Masters en 2018, est un beau vainqueur? Moi, je trouve que je suis comme Arnaud. Quand vous gagnez un grand chelem au tennis ou un grand chelem au majeur, évidemment que vous êtes un beau joueur. Alors, est-ce que vous êtes une belle personne? Pour Reed, on pourrait. On peut en douter. On peut en douter, parce que je pense que contrairement à Woodland, personne, si Reed avait renouvelé l'exploit là, personne ne l'aurait attendu peut-être. Ah non, mais c'est sûr. Sur le bord du green, il a l'air un peu seul, mais Reed a peut-être aussi des circonstances atténuantes. Il a une famille insupportable à supporter. Bon voilà. Après, je trouve que c'est un beau vainqueur. Je pense que ça peut l'avoir libéré aussi de quelque chose. Il a un jeu, moi je trouve qu'il joue admirablement bien, alors pas uniquement parce qu'il a fait le tour du monde avec ses fameux
Stingers, espèce de coup Vous parlez de ces coups de fer très bas, très bas qui roulent sur des kilomètres. On doutait également de son petit jeu, très franchement, sur les greens tortueux, injouable de Pebble Beach, il a été magique. Très franchement, il est pas un seul 3 putts de la semaine. De la semaine quand même, avec 4 scores sous le par, c'est quand même très très solide, même si on a dit à maintes reprises que Pebble Beach avait été plus safe. Enfin, Pebble Beach a quand même tordu un nombre de les potes, hein. Et puis Pebble Beach a quand même tordu cette semaine un nombre de joueurs incroyable. Ouais, dont Tiger Woods d'ailleurs qui a pas fait la semaine de sa vie à Pebble Beach. Tiger Woods justement, quand il gagne, c'est un beau vainqueur. Ah oui, là, mais moi, voilà, vous me dites Woods, j'espérais aussi, voilà, j'avais préparé, mais bon, après il a été, je pense qu'il n'a pas encore digéré totalement du Master, j'ai l'impression. Je pense que physiquement, il ne le dit pas, mais on le sent plutôt engoncé, faisant attention à tous les gestes. Il n'avait pas un strap oui, alors parce qu'il a expliqué que franchement, Pebble Beach, il faisait un peu froid, enfin une humidité assez incroyable, donc il voulait pas prendre de risques. Je pense qu'il est pas loin de bien jouer. Par exemple, sur les 2 derniers jours, il rentre quand même 11 birdies. Bon, c'est pas, mais il a fait des erreurs quoi. Là où tous les joueurs ont scoré sur les 9 premiers trous, lui, il a été lamentable en faisant 2 bogeys le lundi, enfin le samedi et le dimanche sur le 1, même chose sur le 3 qui sont des trous quand même plutôt faciles où le nombre de birdies est tombé. Au premier tour, ce coup au 5 là où il met sa balle complètement à gauche, qui prend la route et qui est à 2 doigts de passer dans une propriété somptueuse de Pebble Beach. Ah, il a fait des erreurs, mais il a été sur la semaine l'un des joueurs qui a rentré le plus de birdies. Alors, si on revient sur les beaux vainqueurs, est-ce que Danny Willett qui gagne le Masters en 2016 après la cagade de Spieth, est-ce que c'est un beau vainqueur, Arnaud ? Mais c'est quoi un beau vainqueur ? Parce que vous parlez de l'homme et de l'histoire et de sa personnalité. Oui, mais c'est aussi, c'est pas que l'homme, c'est aussi, est-ce que le c'est scénario, c'est sûr qu'on préfère Spieth à Willett, on préfère Koepka à Woodland quand on est journaliste. On aurait préféré et on préfère Federer et Nadal au tennis aussi, évidemment. On aurait préféré Van de Velde à Paul Lawrie. Voilà, l'histoire oubliera évidemment plus vite Willett s'il en gagne qu'un que les autres, mais ça fait quand même sur le moment, ça fait quand même des émotions, moins pour nous, c'est sûr. Mais ça fait quand même des émotions pour certaines personnes et ça fait quand même, encore une fois, il a gagné un majeur. Il faut être capable de tenir le dernier dimanche à Augusta. Après, c'est quand même plus facile. Il est arrivé un peu par la petite porte, Danny Willett. Il n'a pas eu le temps de. Le pauvre Willett, on lui a fait un cadeau, un beau cadeau. On vous tend la victoire, on vous offre le trophée, la veste verte. Avant d'avoir le cadeau, il était quand même deuxième. Oui, il était deuxième. Il était effectivement deuxième. Mais bon, pour revenir sur l'histoire de Van de Velde et Paul Lawrie, d'ailleurs, Paul Lawrie l'a toujours dit qu'il avait souffert de, entre guillemets, cette victoire parce qu'on parlait plus de la cagade de Jean que de la victoire de Paul Lawrie, quoi. Pour venir sur Willett, Guillaume a fait un papier là-dessus sur la malédiction du Master. C'est vrai très bon papier. C'est vrai que excellent papier. Danny Willett, Sergio Garcia et Patrick Reed ont eu du mal à digérer leur Masters. Et c'est vrai que quand vous êtes Peut-être que Woods aussi, peut-être qu'on va parler de la malédiction pour Woods aussi. On regarde McDowell quand il gagne en 2010 aussi son US Open, il a mis un peu de temps à le digérer. Hein. Oups, alors là, non, mais même. On revenait un peu trop en arrière pour moi. Non, mais moi je prenais l'exemple aussi de Stenson qui, depuis qu'il a gagné le British, n'est plus le Stenson dominant qu'on a pu croiser à une époque. On sent qu'ils sont tous un peu. Ce sont des joueurs qui ont tellement lutté pour y arriver, et puis un jour vous arrivez avec ce trophée, le chèque qui va avec, les retombées médiatiques. Surtout Stenson, cette partie face à Mickelson qui était absolument fabuleuse. Je pense qu'il a dû perdre énormément d'énergie, et c'est normal. Voilà, on verra par exemple à un moindre niveau comment va gérer Robin Roussel sa victoire au Challenge Tour, même s'il a l'air d'essayer de l'oublier. Là, il était en galère l'an dernier, il gagne le Challenge Tour, un petit chèque aussi qui va bien, qui va lui permettre de souffler financièrement. Je pense que c'est hyper dur, et être constant dans le sport de haut niveau, c'est ce qu'il y a de plus délicat. C'est pour ça que les performances de Woods, de Federer, de Nadal ou de Djokovic sont remarquables, parce que c'est des types, ils gagnent, mais le lendemain, ils ont encore plus faim et ils vont encore rechercher la gagne. Et après, au golf, on sait que le golf, c'est quand même un sport où on gagne très rarement, quoi. C'est assez ingrat comme sport, tout le monde le dit. Et il y a une concurrence qui est énorme. C'est-à-dire que même si vous avez gagné
un majeur, au prochain majeur, au prochain tournoi, vous avez toujours à battre, si vous êtes Stenson, vous avez à battre Tiger, Koepka, et toujours les mêmes. Surtout Koepka en ce moment, qui sur les majeurs Koepka, depuis le début de la saison est quand même plutôt impressionnant. Premier, deuxième. Ouais, il disait que c'était Nicklaus, il n'y a que Nicklaus et Woods qu'on fait. Voilà. Tout à fait. Les deux meilleurs joueurs de l'histoire. D'ailleurs, mais Koepka commence effectivement à appartenir à cette race-là. Et avec un choix de carrière très assumé, il explique, sans le dire vraiment, qu'il va quand même donner la priorité aux majeurs. Ouais. Comme on le voit d'ailleurs sur peut faire aujourd'hui Federer, qui essaie de un peu moins jouer sur les tournois qui comptent pas. Et en revanche, quand il dit que il m'impressionne lui. Quand il dit qu'il va faire un truc, il le fait. C'est quel tournoi? C'est le tournoi la semaine avant l'US où il dit qu'il se moque complètement de son résultat. Il fait quoi? Toronto. Il fait 30e. Ouais, c'est l'Open du Canada. Il fait 30e ou quelque chose comme ça. Ouais. Et puis là, que McIlroy a survolé et que McIlroy, on espérait qu'il soit présent en dernière partie dimanche. Il était là, mais quand on fait double bogey sur le 1, ça fait désordre. Alors Guillaume, on a plutôt l'habitude de vous voir et de vous lire en tant que journaliste sur le foot. Ça vous fait du bien, entre guillemets, de faire du golf? C'est une belle parenthèse. Une thérapie. Oui, c'est presque une thérapie. Et très franchement, quand à chaque fois je reviens du British ou de la Ryder Cup ou là de l'US Open, je n'aurais envie de faire que ça, parce que je trouve que professionnellement c'est très intéressant. Encore une fois, on a la chance de pouvoir côtoyer ces sportifs. Alors évidemment, je ne dis pas que je leur parle tous les jours, mais déjà les voir en action, c'est légende même. Tous les jours, voir le vendredi ou le samedi matin quand Sordet part à 8h29 et qui quelques minutes avant il est sur le putting green et que vous croisez Woods qui part lui 3 heures après et qui est déjà au putting green, et que vous le voyez travailler, il est concentré dans sa bulle, quand vous voyez Koepka bosser, quand vous voyez ou Fowler qui n'a pas joué très bien mais qui a passé du temps avec les deux petits amateurs qui vont passer pro, dont Hovland, le Norvégien, dont on parlera à mon avis beaucoup dans les prochains qui a été impressionnant dans les prochains mois, et qui vient de passer pro et qui jouera pro dès cette semaine. Les voir bosser, voir DeChambeau arriver avec son 38 tonnes de matériel pour régler son swing, son putting et son petit jeu. Passer du temps et être proche des sportifs de haut niveau, c'est quand même très rafraîchissant, quoi. C'est un sport où vous voyez qu'il y a de plus de proximité entre guillemets les journalistes et les joueurs. Ils sont plus accessibles. Ouais. Je dis pas ça parce que je ne vais quand même pas aller taper sur l'épaule de Woods pour lui demander comment va son dos. Mais bon, j'ai pu. Alors Clément Sordet et Mathieu Pavon ont été plutôt adorables durant toute la semaine et abordables, expliquant chaque fin de partie ce qu'ils avaient ressenti, ou on pouvait discuter avec par exemple le papa de Clément Sordet, Pascal, qui a été très abordable et qui explique des choses. On voit, oui, de toute façon il y a finalement sur l'US Open et les majors, il y a beaucoup de journalistes, mais je pense que sur le circuit habituellement il y en a quand même beaucoup moins. Donc les types sont plutôt contents de voir des journalistes. C'est sûr que les joueurs français ils sont pas embêtés par les journalistes. Non, mais Woodland par exemple. Quand ils sont embêtés, certains même ne parlent pas. Donc. Mais même Woodland, je suis pas persuadé qu'il y ait eu 5 millions de papiers sur lui. Donc quand il a été interviewé, même en conférence de presse, il y a un côté cérémonial, mais il a passé un temps dingue à répondre à toutes les questions. Sa conférence de presse, elle a duré 40 minutes, il a raconté, il donne, il s'ouvre. Puis c'est 40 minutes, c'est pas si souvent mais même c'est 20 minutes. Non, mais là j'avais vu Spieth, c'est pareil, après sa victoire, Spieth avait été génial, avait passé déjà 10 minutes à remercier son caddie, sans lequel il n'aurait jamais pu gagner ce tournoi. Il l'a pas remercié au 8 de Pebble. Non, il l'a pas remercié au 8 de Pebble, il lui a quand même plutôt tapé sur les doigts. Non, j'ai trouvé, je trouve que les conditions de travail pour un journaliste qui suit le golf sont vraiment exceptionnelles. Ça marche. Merci beaucoup. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi. Merci à tous. Merci à Rémi à la réalisation. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Bye.